Sur les luttes de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on voit bien qu'en fait, de façon systémique et politique, c'est toujours les mêmes enjeux qui se jouent, c'est-à-dire c'est la priorisation des usages agricoles. Donc, il faudrait distinguer agricole et agro-industrie, mais en gros des usages agro-industriels et des usages industriels sur l'ensemble des autres usages, donc des usages pour l'eau potable, pour les milieux, etc. Donc il y a quand même cet élément commun là. La Fondation, historiquement, elle a été assez active sur la question de l'eau depuis les années 90-2000, au moment des grands mouvements altermondialistes contre la privatisation de l'eau, avec l'ACME de ce moment-là, qui a été la guerre de l'eau à Cochabamba, en Bolivie, où la Fondation a pris part à ce soutien altermondialiste contre ce projet de privatisation en Bolivie. Et qui a donné lieu à tout un travail de plaidoyer pour la reconnaissance du droit à l'eau à l'ONU, qui a été reconnu en 2010, donc au niveau international. Et après, il y a eu tout un travail pour essayer de faire appliquer ce droit à l'eau en France pendant une dizaine d'années, entre 2005 et 2015. Avec notamment la coordination Eau Île-de-France, et qui a donné lieu en fait à des victoires que depuis la Fondation, donc moi j'étais pas là à l'époque, mais que mes collègues ont analysé comme des victoires un peu en demi-teinte, parce que le droit à l'eau a effectivement été reconnu à l'ONU, à l'échelle internationale, mais rien n'est dit dans cette reconnaissance du droit à l'eau sur la modalité en fait de gestion de l'eau. Il y a un droit à l'eau, mais il peut être pris en charge par le public, par les communs ou par le privé. Alors que depuis le début, le combat de la Fondation, c'était quand même de porter l'articulation entre le droit à l'eau et la compréhension de l'eau comme un commun. Et donc il y a eu une inflexion en 2019 où on a un peu tiré le bilan du travail qui avait été mené dans les années précédentes pour se dire, bon, on a fait un travail de plaidoyer juridique, des campagnes de sensibilisation, de mobilisation auprès des instances et des décideurs. Et à notre échelle, qui est une petite structure, une petite fondation, on estime qu'on sera plus pertinent, on aura plus d'impact à finalement mettre nos moyens, donc nos moyens financiers, nos moyens de réseau, nos moyens matériels, au service plutôt des luttes, des alternatives, des initiatives qui émergent sur le terrain, qui sont portées par des habitants, par des habitantes, par des collectifs, par des associations. Et puis ensuite voir comment ça pourrait se traduire dans des formes de plaidoyer ou de revendication ou de politique publique, quoi. Et donc dans ce cadre-là, moi j'anime un réseau donc, qui s'appelle le réseau Hydre, donc, qui est né l'année dernière, en 2022, et qui avait un peu pour ambition humble, hein, mais de dire, en fait, les questions de l'eau, elles sont souvent posées. Alors maintenant, c'est vraiment en train de bouger, là, depuis un an. Là, les rencontres d'aujourd'hui témoignent encore, mais jusqu'à il y a très peu de temps, les questions, elles s'étaient quand même posées de manière assez silotée, avec des gens qui sont spécialistes de la question des régies publiques et de la gouvernance, des gens qui sont spécialistes de la question de la qualité de l'eau, des pesticides, etc., des gens qui travaillent sur les questions quantitatives, donc les questions agricoles, des gens qui travaillent sur les barrages. Et donc, en fait, on a quand même un panel d'acteurs qui avancent en fait sur des silos parce que les questions sont extrêmement techniques, quoi. Donc, au départ, c'était avec Bassine Non Merci 79 dans les Deux-Sèvres, qui est l'association locale qui lutte depuis 10 ans maintenant contre les projets de méga-bassines à usage agricole dans les Deux-Sèvres. Et puis une association qui s'appelle Hydromonde, qui font tout un travail d'enquête, d'éducation populaire autour de la question des imaginaires de l'eau dans différents territoires en France. Et puis des personnes de la coordination Eau Île-de-France qui travaillent sur les régies publiques et que vous connaissez bien. Et puis un autre collectif qui s'appelle Terre de lutte, qui sont une espèce de boîte à outils qui accompagne un certain nombre de luttes locales et à se fédérer notamment en coalition pour peser davantage au niveau national.
Et donc, on a réuni avec ces 4 organisations-là un certain nombre de luttes ou de collectifs qui portent des alternatives, des initiatives, c'est pas seulement des luttes. Donc il y avait une trentaine de personnes qui participent à ce réseau de personnes et de collectifs. Donc il y a des personnes de BNM 79. Maintenant, les bassines non merci se sont structurées. Du coup, il y a des collectifs bassines non merci qui ont un peu fleuri sur tout le territoire français, notamment dans le Berry, en Bretagne, dans le sud-ouest. Donc il y a cet intercollectif Bassines non merci. Il y a des personnes de BNM 63 donc, qui luttent contre des bassines également à usage agricole qui sont portées par le géant semencier Limagrain. Donc c'est pareil, hein, c'est les mêmes enjeux que dans le 79, c'est en gros pour faire de la céréaliculture intensive, notamment du blé et du maïs, et qui va principalement à l'export. Il y a aussi des personnes du collectif La Clusade, donc qui sont des personnes dans les Alpes à la Clusaz, à côté d'Annecy, qui se sont mobilisés dans les 5 dernières années contre la construction d'une retenue collinaire. Alors cette fois-ci pour le tourisme, donc l'idée c'était de pomper dans la nappe de la Clusaz pour pouvoir faire de la neige artificielle sur des stations de moyenne montagne où en fait on sait que globalement à brève échéance, dans les 10 prochaines années, on ne pourra plus maintenir l'activité touristique de ski en hiver à ces altitudes-là. Mais donc, il y a une espèce de fuite en avant où, du coup, par tous les moyens, on va chercher à continuer à maintenir cette activité économique au détriment des ressources en eau, à la fois pour l'eau potable, à la fois pour les milieux. Il y a des personnes de SOS Pesticides Gironde, donc, qui travaillent sur la qualité de l'eau, toute la question des pesticides. Il y a des personnes d'un collectif à Marseille que vous connaissez bien qui s'appelle les Gamards. Donc là, c'est pas tant une lutte que plutôt un collectif qui font tout un travail de réappropriation des imaginaires de l'eau dans les quartiers nord de Marseille, où il y a un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau des Égalades et qui coulait dans les quartiers nord et qui a été complètement recouvert, pollué, détourné par l'aménagement urbain, industriel des quartiers nord de Marseille. Et donc qui se lient à tout un tas de luttes autour de Marseille sur la question de l'eau, des enjeux de l'eau autour de la métropole marseillaise. Et puis il y a des personnes de Stop Rhône Energia, donc vous avez sans doute aussi entendu parler, donc ce projet est tombé très récemment, mais il y avait un projet de barrage à vocation hydraulique sur un des derniers tronçons encore ensauvagés sur le Rhône. Donc il y avait des habitants, des habitantes et des élus aussi qui s'étaient mobilisés à côté de Lyon. Puis un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels. J'ai l'impression qu'une des conditions un peu communes qui ressortent des récits de ces différents collectifs, c'est vraiment l'organisation à l'échelle locale de baronnies locales et régionales qui sont à la fois des élus qui siègent dans les instances, à la fois des agriculteurs qui sont à la FNSEA, avec parfois la complicité des préfectures ou des collectivités, pour en fait avancer un agenda politique qui est celui de la sécurisation de l'eau au profit d'intérêts qui ne sont pas du tout décidés démocratiquement et qui sont majoritairement des intérêts économiques, qui sont maintenir à tout prix, maintenir sous perfusion l'activité économique, qu'elle soit agricole ou industrielle, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Et où, du coup, la solution qui est mise en avant, c'est la sécurisation et la mainmise. Très souvent avec de l'argent public d'ailleurs, c'est le cas pour les bassines de Limagrain, c'est le cas pour la Clusaz, c'est le cas pour les bassines des Deux-Sèvres. Et donc j'ai l'impression que oui, l'horizon, c'est mettre au jour en fait par l'enquête ces dynamiques d'accaparement et trouver des prises par l'enquête et l'action, donc trouver des prises pour les dénoncer, les déjouer, Et donc là, on voit qu'il y a des choses très intéressantes, que des habitants se saisissent d'une question qui concerne leur territoire, viennent contester des rapports, des expertises scientifiques et dire non, en fait, il faut prendre en compte le changement climatique. Et donc le BRGM, là, l'a reconnu en disant bah oui, en fait, on a eu une commande de la COP de l'eau. Et donc voilà, ça amène à un nouveau processus il va y avoir de nouvelles études qui vont se faire. C'est pareil, par exemple, à Vittel, où il y a un collectif qui s'appelle L'eau qui mord, qui s'est monté, là, ça fait 20 ans maintenant qu'ils luttent, René-Lise et Bernard, et qui font un travail d'enquête impressionnant pour montrer en fait toute
les connivents, c'est vraiment la mafia locale entre l'industriel Vitel, les élus locaux, des agriculteurs de la FNSEA, et que vraiment il y a une forme d'intrication, il y a des doubles casquettes, de gens qui siègent dans des instances mais qui sont en fait dans d'autres instances, etc. Et qui font une compilation, un travail d'enquête pour mettre au jour en fait ces logiques de conflit d'intérêts. Pour moi, il y a une articulation qu'il faut penser et qu'il faut construire. Parce que j'ai l'impression, c'est vraiment une impression assez personnelle depuis l'endroit situé où je suis, qu'on a d'un côté des conflits d'usage qui se multiplient sur le territoire français, avec beaucoup de luttes, beaucoup de collectifs qui se constituent, etc. Et de l'autre, on a un foisonnement de propositions de gouvernance, de propositions de meilleure gestion de la ressource en eau. Et j'ai l'impression que c'est en train de se faire, hein, mais que peut-être on manque encore de trouver les points de jonction, des manières de trouver comment ces deux types de réflexion et de travail politique peuvent se renforcer et être davantage complémentaires. Par exemple, aujourd'hui, donc, sur la lutte des bassines, qui est le point chaud, disons, au niveau des luttes sur l'eau, et il y a aujourd'hui un groupe de travail qui essaye de faire une proposition de rédaction d'un moratoire, et donc finalement qui se pose la question de la victoire de cette lutte-là. Qu'est-ce que ce serait une victoire pour cette lutte-là? Et aujourd'hui, les discussions sur le moratoire sont assez techniques, c'est-à-dire est-ce que le moratoire va porter sur les méga-bassines, sur les bassines, sur tout projet de retenue d'eau. Mais vous voyez, c'est des questions qui sont finalement assez techniques, alors même que cette lutte, elle a charrié tout un certain nombre d'acteurs, de collectifs, de personnes qui ont plein d'entrées, plein d'approches différentes sur la question de l'eau. Et du coup, il y a une réflexion, à mon avis, à mener sur si cette lutte-là, elle gagne. Alors c'est peut-être pas dans cette séquence politique-là, j'imagine que la séquence est un peu compliquée, mais peut-être à l'horizon 2027, comment on peut, une potentielle victoire pour cette lutte-là, comment elle pourrait engager avec elle d'autres victoires pour d'autres enjeux de l'eau et pas se restreindre sur la question du moratoire sur les méga-bassines. J'ai l'impression que chez nous, dans nos pays européens, la question de l'eau, elle devient centrale depuis quelques années, même s'il y a plein d'acteurs, d'associations qui travaillent dessus depuis très longtemps. Mais ça devient une question urgente et problématique récemment. Et en fait, c'est vrai que le dialogue avec un certain nombre de partenaires, de collectifs, d'associations à l'international, ça fait prendre conscience qu'en fait, la question de l'accaparement de l'eau, de l'accès à l'eau, en fait, c'est déjà un sujet brûlant depuis vraiment de très très nombreuses années dans un certain nombre de pays à travers le monde. Là, on avait invité l'année dernière à Sainte-Soline des personnes du Modatima, donc le mouvement pour la terre et l'eau au Chili, qui sont dans le sud du Chili, en territoire mapuche, et qui racontaient comment vraiment la sécheresse, la construction politique de la sécheresse au Chili, donc construction politique parce qu'il y a un slogan dans toute l'Amérique latine qui dit No es sequía, no es sequio, es sequía. Non, c'est l'inverse, no es sequía, es sequio, qui veut dire ce n'est pas une sécheresse, c'est un vol. De dire en fait, il y a une situation de sécheresse, donc à Santiago du Chili, les habitants ont été ravitaillés par des bouteilles d'eau pendant 6 mois il y a 2 ans, mais qu'en fait, il y a une construction politique de cette sécheresse par les politiques, notamment agro-industrielles, encore une fois, de culture intensive d'avocats, notamment. On a aussi rencontré des personnes du Kurdistan, où là, vraiment, la question de la maîtrise des cours d'eau, c'est aussi un élément, c'est aussi une arme de guerre contre des populations et contre des projets d'autodétermination de peuples, et notamment du peuple kurde. On avait aussi invité des personnes des Premières Nations du Canada, et qui racontaient comment la colonisation était notamment passée par la dépossession de leurs terres, mais aussi de leur accès à l'eau, et où en fait toutes les nappes avaient été privatisées par un certain nombre de multinationales qui pompent l'eau et qui leur revendent de l'eau en bouteille. Et du coup, cette dimension-là de dépossession dans la maîtrise des terres et de l'eau, c'est aussi un des premiers jalons en fait de la mise en servitude de peuples. Et en Palestine, c'est pareil. On a aussi rencontré des personnes palestiniennes qui ont pu venir cet été au village de l'eau et qui racontaient aussi comment, en fait,
il y avait un apartheid de l'eau qui était mis en place par Israël depuis 40 ans, avec systématiquement la dépossession des terres et des usages de l'eau, des nappes. Et par exemple, j'ai l'impression que sur la question de la gouvernance, pour moi, il y a vraiment la question de la représentativité des usagers en fait, dans les institutions de gestion de l'eau, et notamment dans les commissions locales de l'eau, où moi j'ai l'impression que la plupart des personnes avec qui on travaille nous disent mais en fait on n'a pas accès à ces instances-là. Vous savez, les clés c'est 3 collèges, un collège de l'État, un collège des collectivités, un collège des usagers. Et dans les usagers, systématiquement, on a le syndicat agricole majoritaire, donc la FNSEA, et puis ensuite les associations de chasse, de pêche. Et à la fin, toute fin, on a les associations environnementales qui sont d'ailleurs pas toujours forcément très investies par les habitants qui sont mobilisés sur leur territoire. J'ai l'impression, par exemple, entre le mouvement des droits de la nature, l'appel du Rhône et les acteurs plus des luttes de terrain, il y a encore un dialogue à construire pour réfléchir à comment il peut y avoir des complémentarités qui fassent qu'on gagne aussi des choses concrètes et effectives, quoi. Enfin, j'ai l'impression que le mouvement des droits de la nature est assez puissant pour ça, aussi pour les propositions de changement de perspective et de se décaler par rapport à notre propre anthropocentrisme, notre naturalisme, comme dit Philippe Descola. Après, je trouve que c'est des approches, donc tout le travail de Bruno Latour, de Philippe Descola, de nous inviter à réinventer en fait nos cosmologies, nos rapports au monde, et dire en fait nos rapports au monde sont aussi peuplés de non-humains, et comment on fait de la politique aussi avec les non-humains, et qu'il a donné lieu à par exemple la reconnaissance du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. C'est passionnant, mais parfois j'ai l'impression que la manière dont il est retraduit chez nous, en France en tout cas, parfois il y a une forme comme de fétichisme juridique, vous voyez, où on va se dire il faut donner des droits aux entités naturelles, et c'est comme ça qu'on va composer avec les non-humains et avec le vivant qui nous entoure. Moi, je trouve ça stimulant, et en même temps, là où je vois les limites de cette approche-là, je vois l'apport dans l'invitation à changer de regard et à sortir des approches anthropocentriques. Vraiment pour dire en fait, là la crise écologique, c'est pas juste une mauvaise gestion des ressources, c'est tout un rapport au monde en fait qu'il faut réinventer. Et ça c'est je trouve une perspective de transformation profonde qui est nécessaire et qui est très stimulante. Après, c'est juste sur l'effectivité en fait de ces outils-là. On a aujourd'hui des droits de l'homme qui sont bafoués, qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, le droit international, on le voit dans ce qui est en train de se passer dans le monde. En fait, il y a de plus en plus l'affirmation de logiques de rapport de force. On est dans une séquence d'approfondissement des logiques prédatrices, des logiques néolibérales, dans une période de pré-fascisme, et parfois j'ai l'impression une légère croyance dans la toute-puissance du droit de pouvoir faire avancer, alors qu'il y a déjà un droit de l'environnement qui est en permanence pas respecté.